Alors, bonjour à tous. On va commencer ce webinaire sur les cryptos. Normalement, je vous ai activé le chat. Si vous avez besoin que je vous renvoie à la chaîne YouTube d'Aeronefix, dites-le moi et je vous la remettrai avec plaisir. Aujourd'hui, on va voir à peu près toutes les cryptos. On a de la chance, on en a beaucoup sur Aeronefix. Je vais vous mettre la vidéo, comme ça vous allez voir. Je n'ai pas mon petit setup de d'habitude, parce que je suis mis un petit peu en vadrouille. On a une préparation de conférence ce soir. Mais voilà, comme d'habitude, toujours aller chercher la meilleure info les, et les meilleures conférences pour vous proposer aussi les meilleures datas, parce qu'il faut que je me forme en permanence pour pouvoir vous proposer ça. Du coup, on va aller dans Fichier. Non, ouais, c'est ça. Nouveau graphique et crypto. Et on voit qu'on en a beaucoup sur Aeronefix. Alors nous, on va se concentrer sur les cryptos en dollars parce que c'est celles qui sont les plus regardées. Et franchement, trader du Bitcoin euro, je trouverais ça un peu bizarre. En fait, je pense que c'est le Bitcoin euro, c'est juste qui va être coté en euros et du coup, ça va être la conversion par rapport en dollars. Mais il n'y a pas de driver là-dessus. Donc, on va commencer avec Bitcoin, qui est la crypto la plus, comment dire, la plus populaire, hein, concrètement, et aussi la plus utilisée, la plus ancienne. Hein, Bitcoin, ça existe depuis 2018. Et Bitcoin est très intéressant. En plus, on a de la chance, on a un graphique hyper ancien. Du coup, on va pouvoir voir un petit peu son évolution. Du coup, là, globalement, mais je vous en ai parlé plusieurs fois dans les autres webinaires, je vous invite à les regarder, c'est très important parce que c'est une suite de webinaires chaque fois. On apprend ensemble et à la fin de l'année, vous aurez à peu près toutes les, comment dire, toutes les outils pour pouvoir travailler. Et le but, c'est de faire ça, comment dire, avec une sorte de suite et à la fin que vous ayez de grandes connaissances et qu'on ne revienne pas à chaque fois à tout expliquer, sauf si vous avez une question en particulier, mais c'est quand même bien de garder cette suite pour qu'à la fin, on se dise, bah, tiens, à la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai appris avec Benjamin? Est-ce que j'ai pu améliorer mon trading avec ces techniques et tout ça? Du coup, Bitcoin, on voit qu'on est à 16 994. Désolé. Pourtant, j'ai mis mon ordi en silencieux, je ne sais pas pourquoi ça continue de mettre des notifications. Alors, du coup, on va afficher le One Click Trading pour voir le spread. On a donc un spread de 20 $. En vrai, c'est OK. C'est OK. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas le pire. Je pense que de toute façon, pour moi, les cryptos sont des produits qu'on va trader essentiellement en long terme. Et du coup, sur du long terme, c'est pas 10 $, enfin 20 $, ou 10, qui vont changer globalement ce qu'on peut faire sur les cryptos. Du coup, on a eu un premier pic qu'on peut voir ici à 64 000 $ et ici c'est 69 000, quasiment 69 000. Du coup, Bitcoin, comme on peut le voir, on est dans un marché relativement mauvais qui baisse depuis plus d'un an maintenant. Et du coup, sur ce marché, comment on peut intervenir? Déjà, il faut essayer de regarder un petit peu, on va aller regarder ensemble le hash rate. Je voulais chercher, on va travailler ensemble. Vous tapez hash rate, donc H-A-S-H-R-A-T-E. Et ça, en fait, ça va vous donner un graphique. Vous avez donc le total hash rate qui vous donne la difficulté. Si vous allez sur le premier site, là sur blockchain.com, pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vais vous le mettre dans le chat, parce que c'est important d'utiliser plein de petits outils pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pardon. Et donc, ce hash rate, ça nous donne la difficulté qu'il y a à calculer un bloc de Bitcoin. Plus le hash rate est élevé,
plus c'est difficile. Et plus c'est difficile, plus ça coûte de l'électricité, plus ça coûte de l'électricité, plus ça coûte de l'argent pour les mineurs. Parce que pour faire les transactions, en fait, des mineurs, en fait, avec des ordinateurs qui vont calculer nos transactions. Du coup, ce hash rate, si vous avez regardé, mais je vous laisse un petit peu chercher, je ne vous montre pas tout en full screen parce que j'ai envie que vous cherchiez. C'est important d'avoir cette curiosité dans la crypto parce que sinon, ça va être compliqué pour vous de réussir sans maîtriser ces outils et vous ne pouvez pas être tout le temps avec moi. Donc, je vous laisse vraiment chercher et je vous l'ai mis au pire dans le chat. Donc, le hash rate, il est donc à 50 000, ce qui est énorme. En plus, ça n'arrête pas de remonter. Et donc, on voit qu'il y a une course sur Bitcoin à la difficulté. Et on essaye d'éliminer le plus possible, en fait, les petits mineurs en faveur des gros mineurs. Et ça, le fait qu'il y ait cette compétition sur des prix encore plus bas, ça veut dire qu'il y en a qui sont prêts encore à investir dans des machines pour apporter de la puissance de calcul. Théoriquement, ça, c'est un signe que le marché peut encore baisser. Moi, ma target, je suis au max. On va faire comme ça. Petit tips, quand vous êtes au max, vous enlevez ici, là. Comme ça ne se reconnecte pas à chaque fois qu'il y a un nouveau prix. Donc, on va faire comme ça, on s'en fout. Que ce soit là ou là, on voit à peu près bien le prix. Moi, du coup, au vu de ces informations, ça, c'est la première information. Deuxième information qui marche très, très bien en crypto, c'est de regarder les événements crypto. Alors, si vous n'êtes pas dans une grande ville, ça va être compliqué. Mais si vous êtes dans une grande ville, en général, il y a toujours une association crypto. Si vous êtes dans une très grande ville, une capitale, il y en a même plusieurs. C'est important de regarder le nombre de personnes qui vont aux événements crypto. Et là, on est en constante chute libre. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez regarder sur Paris le CryptoRing, qui est un truc totalement gratuit, tout simple sur Twitter. On se réunit tous les premiers mardis du mois. Il y a un an, au CryptoDrink, il y avait à peu près 100 personnes. Aujourd'hui, au CryptoDrink, la dernière fois, on était 4. Et à la fin de la soirée, il y avait 10 personnes. Mais c'est très, très, très peu. Ça, c'est un indicateur perso, mais qui fonctionne super bien. Vous voyez, c'est très différent de ce qu'on peut voir en finance traditionnelle, qui fonctionne super bien pour dire est-ce que, en ce moment, la crypto m'intéresse. Elle intéresse les grosses sociétés, mais au niveau des particuliers, il y a quand même beaucoup de recul et on est plus à construire, à réfléchir qu'à acheter. Et même moi, j'ai un portefeuille tout petit en crypto. Vous vous souvenez, on a le portefeuille à 300 000 sur le Dow Jones. Sur les cryptos, j'ai à peine 10 000. Et encore maintenant, j'ai 6 000 parce que j'ai perdu 40% dessus. Alors, mes cryptos investis, parce que sinon, j'ai beaucoup de stablecoins. Stablecoins, c'est les cryptos en fait, qui ressemblent au dollar, qui nous permettent d'attendre, en fait. Je garde ma réserve en gros en dollars avant d'avoir réinvestir en crypto. Du coup, ensuite, troisième point, il y a ce petit point psychologique des 10 000 où je vois bien, en général, ça, vous avez l'habitude avec les marchés traditionnels, le marché aime bien nous faire du mal. Et je vois bien le marché aller chercher une dernière capitulation vers cette zone-là, des 9 000. Zone, on pourrait dire un peu chien, si vous me permettez l'expression. En gros, on va essayer de tirer les derniers stop-loss de tous ceux qui vont couper à 10 000. Et du coup, de terminer tous ceux qui étaient un petit peu tangents sur le marché, à savoir aussi qu'il y a plein de sociétés qui sont en difficulté. Si vous avez suivi, FTX, qui était le deuxième plus gros exchange crypto au monde, a fait faillite. Et ça, j'ai fait un papier sur LinkedIn et vous pouvez le retrouver aussi sur Twitter. FTX était investi dans plus. FTX et Alameda, donc FTX l'exchange et Alameda, son fonds d'investissement, ils étaient investis dans plus de 250 sociétés. Et ça va faire une suite de dominos où toutes ces sociétés-là vont être en difficulté, puisque déjà, si FTX est en difficulté, c'est parce qu'ils ont fait des mauvais investissements. Ce qui veut dire que statistiquement, s'ils ont fait des mauvais investissements, c'est que les sociétés dans lesquelles ils ont investi, elles sont mauvaises. Si elles sont mauvaises, ça veut dire qu'elles perdent de l'argent, globalement.
Du coup, d'une, elles perdaient de l'argent, et deux, elles vont être encore plus en difficulté, déjà parce qu'elles sont associées à FTX, et derrière, parce qu'en plus, elles vont être à l'appel, puisqu'elles attendaient les financements de FTX. C'est-à-dire que quand on investit dans une société, si on investit sur des rounds plus tard, sur les séries B, série C, au début, on a la première série, après A, B, C, D, ça peut même aller jusqu'à E, F, il n'y a pas de limite. On n'a pas forcément l'argent du premier coup. On peut dire, par exemple, je te donne 100 millions de dollars sur 3 ans, donc 100 millions en 2022, 100 millions en 2023, 100 millions en 2024. Donc, il y a plein de sociétés qui n'auront pas cet argent de FTX, puisqu'ils ont tout perdu, ils ont cramé pas loin de 49 milliards de dollars, donc ça va être très, très, très compliqué. Donc, toutes ces sociétés-là, elles vont être en difficulté, et à chaque fois qu'il y a des sociétés qui sont en difficulté, eh ben, les cryptos tombent, puisque c'est des sociétés qui sont engagées dans l'écosystème crypto, qui dépendent des crypto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je sais que j'utilise des termes un petit peu plus compliqués pour vous qui êtes habitués à la finance traditionnelle. Donc, n'hésitez pas. J'essaye de vous donner au mieux les clés, parce que comme je disais, les drivers, les key points qui changent le marché crypto, ils sont très différents des key points de la finance traditionnelle. Du coup, si on regarde après globalement l'analyse technique, et là, je vais vous parler d'une méthode assez intéressante que je n'ai pas encore testée. Donc, je vous en parle, mais ne vous lancez pas un petit peu n'importe comment. Alors, on sait que j'aime pas trop les obliges, j'en trace une comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais c'est vraiment histoire d'eux. Si on retrace un petit peu nos niveaux, on peut voir qu'on en a un joli ici, qu'on pourrait qualifier de niveau jaune. On se souvient, il est jaune en plus. Vous vous souvenez, les niveaux jaunes, c'est les niveaux qui sont un petit peu moins solides. On pourrait dire qu'on a une sorte de pivot là, entre 12 000 et 8 000 globalement. Et on pourrait même descendre à 6 000 si on avait un marché qui était très mauvais. Alors, ces trois, ça me paraît hautement improbable. Mais plutôt, voilà, sur le haut de ce range-là, 12 000, 6 000, on va être plutôt sur des pivots où ça va être quand même difficile globalement d'être très précis. En tout cas, moi, je ne saurais pas le faire. Mais c'est des niveaux sur lesquels je commencerai vraiment à investir. Comme je vous l'ai dit, j'ai 10 000 qui sont transformés en 6 000 parce que j'ai quand même perdu 40%, ce qui est très peu. En soi, sur le marché crypto, par exemple, on perdu entre 90 et 99. Donc 40%, ça reste 2 fois moins que les autres. Et encore, ça c'est sur mon portefeuille hold, c'est-à-dire mon portefeuille long terme. Sur mon portefeuille court terme, je suis à x6. Donc, cette année, en crypto, je suis largement gagnant, mais je resterai en crypto pour ne pas avoir d'imposition. Du coup, sur cette zone, ça va être extrêmement compliqué, mais ce qui va être intéressant, c'est de travailler les ranges. Et c'est une petite technique, justement, que j'ai découvert au NFT London, qui est fait par un ami qui est très, très fort, champion de poker, il s'occupait de nos algorithmes chez Louis Dreyfus, qui, à chaque fois, tous les 10 000, il fait énormément, parce que en plus ça vous plaît, ça, énormément de scalping avec un petit peu de levier. Pas mettre trop, lui il met 3. Je vous recommande de ne pas mettre plus. Si vous faites en 1, c'est très bien. Et il faut savoir que sur la crypto, ça bouge beaucoup, beaucoup. Vous savez, ça prend facile 3-4% et ça perd 3-4% tous les jours. Du coup, prendre 0,5%, c'est assez simple. Et donc, ce qu'il fait, et je ne l'ai pas encore testé, mais je vous le dirai, de toute façon, je vous dis, c'est une suite de vidéos, mais c'est quelque chose à travailler parce qu'on n'en est pas encore là. C'est dès que vous êtes sur des ranges, et ces ranges, en général, ils arrivent tous les 10 000 points. Là, on avait le range des 20 000, où là, on est sur le bas de ce range. Là, il ne faut pas rentrer, c'est trop tard. Il faut rentrer à chaque fois en début de range. Et là, on aura le range des 10 000, et il y avait le range des 30 000 et tout ça, et même le range des 40 000. Dès qu'on est sur des ranges, dès qu'on arrive sur des niveaux de 10 000, on achète et on met des take profits à 0,5%. Et on se prépare, comme d'habitude, vous connaissez le système de cartouches, c'est-à-dire que si j'achète 10 000, je prévois une cartouche, par exemple, à 9 500, à 9 000. Je ne sais pas, si j'ai 10 000 euros, par exemple. Non, 10 000 euros, ça fait un mauvais exemple. Il faudrait plutôt 30 000, où à chaque fois, on met des cartouches tous les 500 $ de Bitcoin. Et si ça monte,
Donc, on a acheté. Il faut faire qu'à l'achat. Qu'à l'achat, on prend 0,5% sur la hausse. C'est-à-dire, dès qu'on a fait 0,5%, on fait le profit. Eh bien, avec ça, en tout cas, mon pote le fait depuis 2 ans. Il faut que je le teste parce que, bien sûr, je vous en parle parce que c'est une méthode qui marche vraiment bien, en tout cas, des chiffres qu'il m'a montré. Il faut encore que je le teste, mais ça m'a l'air très, très puissant. Tous les 10 000, en gros, il fait cette méthode-là. Et dès qu'il a fait x2, ce qui arrive relativement vite, hein, parce que faire 0,5, enfin plus 0,5 dans une journée en crypto, ça va relativement vite. Parce que ça le fait plusieurs fois dans une journée. Donc, on fait très rapidement plus 100%. Pas qu'on fait en une journée, mais on peut le faire assez rapidement, à peu près entre 1 et 3 mois suivant l'activité. Eh bien, dès qu'il a fait 100%, il arrête cette méthode-là et il se dit, bah, tiens, j'ai placé, par exemple, s'il avait placé 30 000, eh bien, j'ai 30 000 $ en Bitcoin à ce prix-là que j'ai eu gratuit. Certes, il y a du travail et du risque, mais à chaque fois, il l'a fait. Il l'a fait à 60 000 $, il l'a fait à 50 000, il l'a fait à 40 000, il l'a fait à 20 000. Il le fait toujours à 20 000 d'ailleurs. Et à chaque fois, il s'en est sorti avec plus 100%. Il n'y a pas une seule fois où, bien sûr, le risque, c'est, imaginons là, ça tape 10 000, on commence à travailler le range, et en fait, je sais pas, on fait 3-4%, et le marché tombe à 5 000. Ah, là, c'est la grosse perte, et la stratégie, elle est plus bonne. Parce que bien sûr, on ne met pas de stop loss. C'est pour ça qu'on investit soit avec un très petit levier, soit sans levier. Et on attend que le Bitcoin remonte. C'est un petit peu le problème de cette stratégie. Je pense qu'il faudrait que je réfléchisse peut-être à l'adapter avec un stop loss, mais là, je n'ai pas les chiffres. C'est ça le petit truc. C'est-à-dire que soit on se dit, j'investis, de toute façon, dans les deux cas, on investit long terme. Soit j'ai eu la chance et j'ai investi gratuit parce qu'avec ça s'appelle du grid trading, j'ai pu faire x2. Soit je n'ai pas eu mon grid trading et du coup, j'ai investi et j'ai mis mes billes et j'attends que la crypto remonte. Parce que, en tout cas, moi, je fais partie de ces personnes-là qui pensent que la crypto va exploser dans les années à venir. Alors, ça va prendre beaucoup de temps, hein, parce qu'avec cette histoire de FTX et plein d'autres qui ont fait faillite récemment, ça va être très compliqué. Ça ne va pas se faire comme ça tout de suite, ça ne va pas se faire sur 1 an. Par contre, sur 3, 4, 5, 6 ans, il y a moyen de faire des grosses plus-values. Notamment, moi, je vise bien la rentrée sur Bitcoin 10 000 pour revendre autour des 100 000. Encore une fois, on verra à ce moment-là, et j'espère qu'on fera encore les webinaires ensemble pour vous expliquer comment on adapte la stratégie. Imaginons, on descend à 10 000, on remonte à 40 000. À 40 000, on n'a que des mauvaises nouvelles, et ben on vendra. Et puis si on vendra à 35 000, ce sera déjà très bien. On a fait x3, 5. Mais je pense qu'on peut faire x10. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou c'est bon? Ok, bah apparemment, ça a l'air d'être assez clair. Super. Du coup, là, ça me semble être un niveau très important. Ici, si jamais vous voulez rentrer sur ces niveaux de prix, donc Bitcoin 17 000, ce n'est pas le meilleur prix, mais on peut se dire, parce que comme moi, comme je vous l'ai dit, je suis rentré un petit peu à Bitcoin 20 000, et j'en ai même un petit peu à 40, mais j'ai très très peu, j'ai 0,01 Bitcoin. Je rentre petit à petit en me disant, si jamais ça monte, au moins j'ai déjà un petit paquet. Certes, j'ai pas envie que ça monte, parce que, imaginons, j'ai 10 000, et je sais pas, on va dire qu'il monte à 200 000. Je fais x10, x10 000, je fais 100 000 €. Alors ça, pour beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Mais en soi, 100 000 €, ça ne change pas une vie. En tout cas, pas à mon âge. Il faut beaucoup plus et la vie à Paris est beaucoup plus chère. Donc moi, j'attends qu'une chose, c'est que les cryptos baissent. Et je pense qu'elles peuvent baisser très fortement, notamment à cause de ces différents problèmes. Donc du coup, Bitcoin 10 000. Et Bitcoin, on va le voir aussi, c'est un énorme driver pour les autres cryptos. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare, en tout cas pas dans ces phases un peu baissières, que toutes les cryptos montent et genre Bitcoin ne monte pas. En général, Bitcoin a à peu près 2 semaines d'avance. C'est-à-dire que quand ça repart bien, que Bitcoin monte pendant 2 semaines et que les autres sont un peu plus à la peine, du style Bitcoin prend 20 000 $ de hausse, pardon, pas 20 000 $, 20% de hausse, et que les autres cryptos, elles sont entre 10 et plus 5, c'est un très gros signal de hausse. Très, très gros signal de hausse. Et aussi, ce que je ne vous ai pas dit, un des risques dans le grid trading, comme à chaque fois dès que ça monte, on revend. Imaginons, on commence, je dis qu'il faut le faire maintenant, c'est un exemple, à 17 000,
On commence notre grille trading, hop, on achète, on gagne quelques pourcents, puis hop, le marché s'envole 20 000, 30 000, 40 000. Ah ben là, notre grille trading, il n'aura servi à rien. Certes, on aura gagné un tout petit peu, ça ne nous intéresse pas. À chaque fois, notre but, c'est d'essayer de faire un x2 ou quasiment un x2 sur ces niveaux de prix et derrière, d'avoir du Bitcoin gratuit pour le garder sur très long terme. Ce qui nous a, entre guillemets, il nous a rien coûté, il nous a coûté que du risque. Mais avec cette méthode-là, comme elle a marché à chaque fois, tous les 10 000 niveaux de prix, elle est quand même assez sûre. C'est rare, hein, les techniques, je vous dis, c'est plutôt du 60, 65%. Là, on est quasiment sur du 90% de réussite sur ça. Alors, pas de réussite de nombre de trades gagnés, mais de réussite en termes de plage traitée, ça marche à chaque fois. C'est complètement dingue. Parce que certes, ça dure moins longtemps là. On le voit dans ces bougies daily. Là, ça dure un peu plus d'un mois. Mais ça bouge tellement à l'intérieur de ces bougies qu'à chaque fois, vous tapez les 0,5 en permanence. C'est complètement dingue. Je pense que c'est bon là pour Bitcoin. On va essayer de regarder d'autres cryptos. Alors, on va regarder l'Ethereum parce que c'est la deuxième derrière Bitcoin. Ethereum, c'est vraiment pas facile à trader, je trouve. Parce que déjà, ça a changé un petit peu de consensus. Vous parlez que pour Bitcoin, pour les calculer, il faut des machines très importantes, qui coûtent très cher, enfin qui coûtent très cher parce qu'il en faut beaucoup. En revanche, avec Ethereum, on a changé de processus de consensus. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin de machines pour valider et créer les blocs d'Ethereum dans la blockchain. Il suffit simplement de posséder des Ethereum pour le faire. Alors, on ne va pas faire un cours sur le consensus, mais du coup, ça change un petit peu la donne. Et ce qui fait que du coup, Ethereum devient plus ou moins, ça dépend des jours, déflationniste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cryptos, elles sont inflationnistes, c'est-à-dire qu'elles sont subventionnées. Pour subventionner, vous vous souvenez, là, ceux qui font les calculs, il faut bien qu'ils touchent de l'argent. Ils touchent un petit peu des frais de transaction, mais c'est globalement quasiment zéro. Quasiment. Il y a tellement on appelle ça des validateurs qui se partagent des tout petits frais de transaction, c'est que dalle. En revanche, quand on crée le bloc, le créateur du bloc, c'est le premier qui a trouvé la bonne réponse de l'algorithme mathématique. C'est ça que font les mineurs. En fait, ils calculent la bonne réponse, qui veut dire que chacun a bien tant d'argent dans ses wallets et qui valide les échanges. Et en calculant cette bonne réponse, il va créer le nouveau bloc. En créant le bloc, il va toucher 6,25 bitcoins, ce qui est, vous l'avez vu, énormément d'argent, parce que vous faites quasiment 17 000 fois 6,25, ça fait beaucoup. Sur Ethereum, du coup, c'est très différent, puisque à chaque transaction, déjà, le peu de frais de transaction, parfois qui peuvent être importants, qui sont utilisés, ils sont cramés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans la poche des validateurs, ils sont détruits. Et en étant détruits, vous êtes d'accord avec moi, offre et demande, si j'ai mon offre qui baisse, ma demande, elle ne bouge pas, j'ai mon prix qui monte. Du coup, Ethereum, je le trouve d'autant plus difficile à analyser. Et comment je vais l'utiliser? Alors, j'en ai un petit peu, des Ethers, je peux en avoir 3, 4. Je m'en sers surtout pour faire des NFT, mais globalement, j'en ai pas beaucoup. Comment on va le travailler? Eh bien, je pense que le plus simple, c'est de travailler des niveaux de Bitcoin. Moi, je trouve plus facile de trader Bitcoin et du style de se dire, alors après, bien sûr, adapté à la news, je dis toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si les news ne changent pas, que le protocole ne change pas, que les règles ne changent pas, eh bien, j'utiliserai le graphique de Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, moi, j'attends Bitcoin 10 000, 9 000 et je ferai jusqu'à 10 000. Peut-être qu'on se fera un petit cours spécial quand on… Là, c'est le petit cours un petit peu de découverte crypto, un petit cours comment on investit sur Bitcoin de façon très, très précise. Parce que c'est un cours sur les actifs digitaux. Je vais utiliser le graphique de Bitcoin pour trader sur celui d'Ethereum. Alors, bien sûr, il faudra ajuster si on est très loin d'un niveau, si on est assez proche, peut-être qu'on va essayer de gratter un petit peu, il faudra bien sûr le travailler, mais je commencerai à acheter de l'Ether quand on sera au niveau de Bitcoin 10 000. Et ça se trouve, il sera toujours à ce niveau-là, mais ce sera peut-être le signal que, tiens, l'Ether, il tient beaucoup plus que le Bitcoin, ce qui est rare, ce qui arrive. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là que l'Ethereum, au prochain cycle, ce qu'on appelle les bull runs, Ether pourrait exploser plus que Bitcoin, par exemple. Dans l'exemple que je donne, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas.
parce que Ether, il peut encore bien baisser. Je pense qu'il a une petite incursion possible autour des 800. Vous voyez, sur ce petit niveau-là. 780, 800, il y a quelque chose. Ça comblerait, on n'a pas encore comblé ici. Là, on était arrivé là, mais on n'a pas encore comblé ce gap. Donc, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Je regarde, il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que ça doit être assez clair. Donc, Ethereum, très difficile, je trouve, à traiter. Ensuite, donc là, ce n'est pas ce qu'il faut faire pour l'instant, mais on va réfléchir à la suite. C'est les altcoins, en gros, les coins qui ne sont pas Bitcoin et Ethereum. Alors, on va voir ceux qui sont intéressants. Alors, XBT, c'est pour le Ripple. C'est une crypto qui est utilisée dans les banques et qui, du coup, sert les échanges interbancaires parce que c'est plus rapide que de faire des virements. C'est très difficile à utiliser, en tout cas à trader. Du coup, ça va être vraiment problématique. Moi, je ne le recommande pas parce qu'en plus, ils sont sous un procès et ça peut jouer du tout ou rien sur Ripple. Donc, moi, je le trouve trop compliqué et je ne recommande pas de le trader parce qu'il y a une macro qui ne nous correspond pas en fait. C'est plus une macro. Si vous êtes par exemple gestionnaire de projet dans la tech, ça peut vous intéresser comme projet parce que vous serez capable de voir si Ripple a du potentiel ou non par rapport à son projet, par rapport au suite du procès et tout ça. En revanche, nous, financiers, je trouve ça très difficile à utiliser, donc on met de côté. Dogecoin. Alors, Dogecoin, c'est un coin qui ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle communément, pardonnez-moi l'expression, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, c'est un shitcoin. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien. C'est juste pour de la spéculation. Alors, comment on le travaille? C'est un petit peu difficile parce qu'il est très manipulé, surtout par Elon Musk. Du coup, ce fameux Dogecoin, il va suivre l'actualité de Twitter. Si Twitter se passe bien, si Elon Musk fait des bons résultats en général, Dogecoin va monter. Pardon, ça commence à se faire tard ici, mais je suis là pour vous. En revanche, si ça se passe mal du côté d'Elon Musk et Twitter, Dogecoin va s'effondrer. En scalping, si vous êtes connecté tout le temps à Twitter sur Elon Musk, vous pouvez le traiter. En revanche, sinon, ça va être très compliqué, c'est-à-dire qu'il fait souvent des pump and dump, c'est-à-dire qu'il va parler de Dogecoin, le coin monte, et après, ça retombe tout aussi sec. Donc, c'est globalement assez compliqué à utiliser. Ensuite, on a Cardano. Alors, Cardano, c'est un Ethereum killer. Moi, je ne l'aime pas du tout. Ça sert globalement à rien. C'est-à-dire qu'ils ont pour but de tuer Ethereum et de le remplacer. Globalement, il y a très, très peu d'applications sur Cardano. Ça commence à arriver, mais c'est très peu. Il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de développeurs sur Cardano en ce moment. Donc, Cardano, à l'achat, non. Par contre, à la vente, on va mettre le graphique. À la vente, il y a peut-être quelque chose. Ça a déjà bien baissé. Mais à la vente, il n'y a plus beaucoup de potentiel. Mais vous voyez, le coin s'est fait massacrer. Ce n'est pas un truc que je regarde souvent. Je ne l'ai même pas dans ma watchlist tellement je m'en fous de Cardano, pour vous dire. Mais ça a perdu 90%. Et c'est normal, parce que ça ne vaut rien. Enfin, il y a peu d'applications. En fait, ce qui tient Cardano, c'est qu'il y a beaucoup de gens très riches qui ont investi dedans parce qu'ils pensaient que c'était le nouveau Ethereum. Et ce n'est pas le cas. En tout cas, aujourd'hui, le protocole, il ne permet pas de faire ça. Peut-être que dans le futur, Cardano pourra dépasser Ethereum parce que le seul truc qu'on peut dire en ce moment qui est bien sur Cardano, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs. Si les développeurs font des trucs de ouf, ça va être intéressant en gros qu'ils développent des applications très utilisées. Mais je n'y crois pas. Aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de développeurs, je pense que ça va être. Je ne vois pas l'écosystème shifter sur Cardano, en tout cas pas aujourd'hui. Et si je le vois, j'aurai largement le temps de vous dire. Du coup, pour l'instant, on a juste Bitcoin et Ether sur lequel on est assez confiant pour investir. En scalping, si on est très réactif, on peut faire du Dogecoin, mais les autres, on n'est pas très fan.
On continue notre petite liste. Alors, Litecoin, je ne suis pas fan. D'ailleurs, je me suis trompé. Hein. Pardon. Je vois c'est XRP Ripple. XBT, je crois que c'est Monero, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne vois même pas ce que c'est parce que ça vaut 0. Ça, je ne saurais pas vous dire. Non plus, ça ne marche pas le graphique. Bon, c'est un truc bizarre. Ouais, un peu bizarre ce graphique. Faudrait regarder. XBT crypto. Je ne savais même pas que c'était le code du Bitcoin. Oui, parce que j'ai tellement l'habitude. Pour moi, c'est BTC code du Bitcoin. Alors, pardon, on était où? Donc, c'était XRP. Hein. Mais ça, je ne comprends pas. Ça doit être un vieux truc Bitcoin parce que personne ne parle de XBT pour Bitcoin. Extrêmement. Enfin, j'ai jamais eu ça. Donc, Litecoin, c'était en gros pareil que Cardano, sauf que c'est un Bitcoin killer. En gros, son but, c'était de compenser les faiblesses de Bitcoin qui aujourd'hui n'en sont plus. Donc, globalement, ça ne sert à rien. Moi, je vous recommande de rester à l'écart. IOTA aussi, c'est une crypto des années 2017. Enfin, il y avait un potentiel avant, c'était la crypto des objets connectés. Ça devait être la crypto, par exemple, qui te déconnectait ta montre, ton truc, machin. Ça n'a pas marché. C'est très peu utilisé. Je vous recommande vraiment de rester à l'écart. Comme BCH. BCH, la même chose que Litecoin. Là, c'est une Bitcoin Cash. Pas très intéressant. C'est pas du tout notre crypto préférée. Ça répond à pas beaucoup de problèmes. C'est un peu compliqué. Franchement, il y a beaucoup mieux. EOS, si je dis pas de bêtises, je l'ai un petit peu travaillé celle-là. C'est une crypto qui va être pour le gaming. Là, pour le coup, il y a du potentiel. Et si on voit sur le graphique, c'est pas trop mal. Certes, ça a perdu plus de 90%, mais si on regarde la part des cryptos, ça va être le cas. En revanche, ce petit EOS, il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel parce que le gaming, à chaque fois, je vous dis, oh, les events, c'était pas très bien et tout ça. Mais par contre, sur le gaming, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Je pense que ça va être une des cryptos qui va le plus monter dans le futur. Enfin, les cryptos de gaming. Après, il faut voir lesquels vont mieux marcher. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera EOS, mais il y a, en tout cas, c'est à surveiller. À surveiller. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'infos pour investir. On continue notre petit tour. Ça, on l'a vu. ETC, je ne sais même pas ce que c'est. Je vais chercher très rapidement. ETC, USDT. Ah, ça va être Ethereum classique. Ok, j'ai capté. En gros, je vais vous faire très simple petit cours. Ethereum, à un moment, a été très gros guillemets hacké. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'il y a des calculs pour calculer les échanges et voir si les échanges entre cryptos ont été bons. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Si les échanges entre cryptos, enfin pas entre cryptos, si les blocs d'une crypto, pardon, je me concentre, ne sont pas frauduleux. Et les machines, elles calculent ça pour regarder que chaque transaction, elle est bonne et que chacun avait bien l'argent. Par exemple, je vous dois 10 bitcoins, j'avais bien 10 bitcoins dans mon portefeuille et que je peux vous les envoyer. C'est ça que ça calcule. Si on a 51% de la puissance de calcul, parce que la création de blocs, en fait, c'est une sorte de vote où la majorité l'emporte, et en général, la majorité dit toujours la bonne réponse parce qu'il n'y a pas d'intérêt à dire la mauvaise réponse. En revanche, ce qui n'en sera pas validé, et on aura dépensé de l'électricité pour rien. En revanche, sur Ethereum, quand c'était un peu plus jeune, en 2014, ce qui s'est passé, c'est que Ethereum a
été, pas hack, mais il y a quelqu'un qui a eu 50%, 51% de la puissance de calcul d'Ethereum. Ce qui veut dire il a pu créer des blocs comme il veut, où il dit, bah, tiens, je prends ton argent, je prends ton argent, je prends ton argent. Le protocole va dire, mais il n'y a pas eu ces transactions. Mais le mec, il a 51% de la puissance de calcul. Donc, il fait ce qu'il veut. Il valide des fausses transactions. OK? Et à ce moment-là, il y a une séparation entre les deux Ethereum, avec Ethereum classique, qui du coup a été la version sans qu'on revienne en arrière. Je vous explique, vous allez comprendre juste après. Et l'autre version d'Ethereum, du coup, ça s'appelle un fork, a choisi, a dit non, ce hack, c'est pas ce hack, c'est cet abus sur ce bug est trop important. Du coup, on va décider de retourner dans le passé de la blockchain. C'est-à-dire qu'ils vont éliminer tous les blocs qui étaient frauduleux et repartir sur une nouvelle chaîne plus propre. Et c'est celle-là aujourd'hui qui est Ethereum. Parce que si ça avait été un autre choix, si par exemple l'Ethereum classique aujourd'hui était l'Ethereum le plus utilisé, bah, il s'appellerait Ethereum et l'autre peut-être Ethereum New, je ne sais pas. Mais on ne peut pas refaire l'histoire, mais vous avez compris un petit peu. Dans ce qui nous reste, pas des choses très intéressantes. Polkadot, pareil, c'est une des cryptos où il y a le plus de développeurs. C'est une crypto en fait, qui permet de voyager entre cryptos. C'est-à-dire que sur les cryptos, on ne peut pas, par exemple, envoyer de l'Ethereum sur l'écosystème Bitcoin. C'est pas possible. C'est pas compatible, en fait. De même, on ne peut pas envoyer de Bitcoin sur Ethereum. C'est des pays avec des régions. Il y a des cryptos qui évoluent au sein de ces régions. Mais deux pays ne peuvent pas faire ensemble. Et DOT, donc son coin DOT et la blockchain Polkadot, le but, c'est de faire des ponts, ce qu'on appelle des bridges, entre ces blockchains. Et donc, le but, c'est donc de pouvoir utiliser une crypto dans l'écosystème d'une autre blockchain. Alors, pour ce faire, on va bloquer, par exemple, j'ai mon Bitcoin dans Bitcoin et je vais l'utiliser dans Ethereum. On va inventer un cas. On ne réfléchit pas si c'est intelligent ou pas, juste c'est pour vous expliquer. Je veux acheter des NFT, on va dire que je peux les acheter en Bitcoin parce que je ne veux pas être exposé à l'Ethereum. Je pense que Bitcoin va plus monter que l'Ethereum. Donc, je veux envoyer des Bitcoins dans l'écosystème Ethereum parce que l'écosystème NFT, c'est essentiellement Ethereum à 99%. Du coup, avec Polkadot et d'autres systèmes de bridge, je peux bloquer mon Bitcoin. Je le bloque dans Bitcoin, en gros. C'est-à-dire que je ne peux plus l'utiliser. Il est à moi, mais je ne peux plus l'utiliser. Et ça va me créer un WBTC dans l'écosystème Ethereum. Et ce WBTC, je vais pouvoir l'utiliser dans cet écosystème. Et c'est ça qu'on appelle un petit peu les bridges et les systèmes de wrap. C'est en gros, c'est utiliser des cryptos qu'on ne peut pas dans d'autres écosystèmes. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? De toute façon, on a bientôt fini. Il nous reste quoi? Du coup, Polkadot, je ne suis pas très fan, mais on va regarder le graphique, vous allez voir. Franchement, c'est pas beau. On n'a pas envie d'investir. Hein. On voit qu'on est quasiment plus bas, mais ça n'a pas une bonne tête. Ça n'a pas une bonne tête comme EOS, vous voyez. Je trouve que globalement, il y a eu des tentatives de rebond. Que là, on est vraiment, si je zoome un peu, on est sur le bas du bas, quoi. C'est pas clean, pas fan. Que ce soit en investissement court terme ou long terme. Ensuite, on a Uniswap. Uniswap, en gros, c'est une plateforme qui permet d'échanger de façon décentralisée. Je regarde. Ah non, c'est. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas Uni. Ah, si, c'est Uni, pardon. C'est en plus à peu près ça le prix. Ça permet d'échanger de façon décentralisée des cryptos. Par exemple, si je ne veux pas passer par Euronext pour prendre mes cryptos, je vais sur Uniswap. Et Uniswap, je peux échanger directement, je sais pas, tiens, du Uni avec du Litecoin. Chose qui n'est globalement pas trop possible sur les exchanges parce qu'à chaque fois que vous allez passer par Bitcoin, Ethereum ou USDT.
Voilà. C'était pas mal à la mode il y a quelques temps parce que avec le crash de FTX qui du coup est un exchange centralisé, et ben, du coup, Uniswap a eu un petit, comment dire, a été très utilisé puisque plus personne ne voulait passer par les exchanges parce qu'ils n'avaient plus confiance à cause de FTX. Mais voilà, je ne suis pas très fan. Enfin, j'aime bien le protocole, hein, mais de là, investir sur le token. Le token, en fait, il permet, plus tu as de jetons Uniswap, moins tu payes de frais sur Uniswap. Voilà. Sinon, ça sert globalement à rien. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a ICP, OMG, TRX, Tron, la Sol. Ces trois-là, ces trois cryptos qui avaient beaucoup de potentiel, qui ont tout perdu. Je vous recommande d'être à l'écart. Moi, je ne veux pas du tout aller là-dessus. Globalement, des cryptos qui servaient à révolutionner l'Internet de demain, mais globalement, ça ne marche pas, quoi. Et après, vous avez, oui, Tron, c'est globalement avec ça. Et après, vous avez Solana. Alors, Solana, c'est très compliqué. Disons, c'est une blockchain donc, qui existe, hein, qui fonctionne plus ou moins, mais qui fait énormément de tests. C'est-à-dire que cette blockchain essaye de créer des nouveautés dans la blockchain, mais en étant sur le réel. Et donc, du coup, il y a plein de bugs liés à ça. Ça, c'est un des problèmes qu'il y a sur Solana. Et pour vous dire, si tout part Bitcoin, Ethereum essaie de faire des choses comme Solana, elle sauterait aussi. Et surtout, le gros problème de Solana, c'est que c'était notamment sponsorisé, comment dire, financé par FTX. Et donc, du coup, vous avez vu, avec le crash de FTX, bah, ça fait que tomber Solana. Donc, potentiel, parce que la tech est bonne, il y a de l'idée. Ce n'est pas parfait, mais il y a de l'idée. En revanche, gros risque. Gros risque parce que ça peut tomber à zéro à cause du manque de financement et que le fait que FTX en avait beaucoup. Et quand FTX va être liquidé, bon, ça va prendre des années, ça va mettre très cher sur le token parce qu'ils vont être obligés de tout vendre. Donc, compliqué. Mais je vous invite à faire plus de recherches. Et la prochaine fois, n'hésitez pas à me poser des questions en me disant, tiens, je veux qu'on vote telle crypto. Et on peut faire des focus sur toutes les cryptos qu'on a vues. On peut faire un focus sur une seule crypto aussi. Donc, moi, je vous ai dit Solana, potentiel, mais il faut faire attention. EOS, potentiel, il faut faire attention aussi. Et sinon, Bitcoin et Ethereum, en se basant sur le prix du Bitcoin autour de 10 000, je pense que ça marche très bien. Investir ici, si vous voulez mettre un petit billet de 1000 balles, par exemple, si vous avez 100 000 et que vous voulez mettre 1000 balles pour commencer, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez 1000, il faut mettre moins, peut-être mettre 100. OK? Du coup, je vous souhaite une excellente soirée parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous dis à bientôt. Passez de bons trades. Il me semble qu'on a un prochain webinaire jeudi. Donc, je serai là. J'espère que vous serez tout aussi nombreux. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, pensez au pouce bleu et allez voir avec votre account manager d'Aeronetics si vous voulez d'autres webinaires. Bien sûr, c'est vous qui choisissez les sujets. À bientôt, faites de bons trades. Bonne semaine à vous.